Bienvenue dans ce premier podcast Montessori. Alors, dans ce podcast, je vais vous parler de la puissance de la pédagogie Montessori et en quoi, en fait, elle est aussi puissante. Qu'est-ce qui fait que la pédagogie Montessori est aussi puissante? Et dans cette vidéo, on va parler précisément de l'adulte, donc de l'éducateur, l'éducatrice, le guide, dans un environnement Montessori, mais pas que, aussi à la maison. Et on va développer un peu ce sujet-là. Je pense pas avoir le temps de traiter un petit peu d'autres aspects de la pédagogie Montessori, mais il y aura probablement d'autres vidéos à ce sujet pour traiter le reste. Parce que c'est un vaste sujet et je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur cette puissance-là qu'a la pédagogie Montessori. Alors, sur la posture de l'adulte, moi je voulais qu'on réfléchisse sur ce positionnement-là et la différence entre ces deux positions. Donc, il y a l'adulte qui va se poser la question et se dire « Qu'est-ce que je vais lui apprendre aujourd'hui à cet enfant ?» Ou « Qu'est-ce que je veux qu'il sache ?» Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux qu'il apprenne à compter de 1 à 5. Je vous dis n'importe quoi, c'est juste pour donner un exemple concret. Ou alors, voilà, moi je veux que mon enfant connaisse les jours de la semaine. Donc on part de ce que veut l'adulte, finalement, à une autre question, une autre posture qui nous envoie à nous questionner en tant qu'adulte, plutôt dans l'angle de quoi a-t-il besoin, cet enfant ? Et quelle est sa période sensible, par exemple ? Qu'est-ce qui l'intéresse ? Quel est son intérêt du moment ? Je sais pas. Par exemple, je vois qu'il s'intéresse beaucoup en ce moment au langage. Je vois qu'il s'intéresse beaucoup aux mathématiques, etc., etc. Et donc, en fonction de cet intérêt-là, je vais proposer des choses qui vont suivre, en fait, le développement de l'enfant. Et donc, là, on met en lumière une grande différence. Et cette différence-là, pour moi, elle montre bien le positionnement que doit avoir l'adulte envers l'enfant. C'est-à-dire que, voilà, se mettre un peu plus de côté, être un peu plus dans l'observation. Et aussi, voilà, se poser la question, qu'est-ce qui intéresse cet enfant et qu'est-ce que je peux lui présenter, plutôt que qu'est-ce que je veux qu'il sache maintenant. Et là, en se posant cette question-là, de quoi a-t-il besoin et qu'est-ce que je peux lui présenter, en fonction de son intérêt, là, pour moi, on devient un guide. Et moi, je ne me sens pas comme enseignante. Et pour moi, c'est là la différence. C'est que quand je suis là pour apprendre, je viens dans une optique, aujourd'hui, je vais t'apprendre ça. Pour moi, je suis enseignante. D'accord ? Et si je viens avec cette question-là, de quoi a-t-il besoin ? Pour moi, je suis éducatrice ou guide. Alors ça m'appartient. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... j'ai toujours eu du mal avec le fait de me dire que je suis enseignante. Et de ma définition, en tout cas, de comment je vois en fait le terme enseignante. Je ne me vois pas du tout comme une enseignante. Et je pense même que je serais très mauvaise enseignante, finalement. Donc moi, mon rôle... Et donc le rôle d'une éducatrice ou d'une guide, pour moi c'est utilisé, soit on utilise le terme éducatrice ou guide, c'est la même chose, mais ça, voilà, c'est pour amener l'enfant vers quelque chose dont il a besoin. Et là, quand on part d'un intérêt, d'un besoin, forcément ça va être plus facile, parce qu'on sait que apprendre, qu'est-ce que ça veut dire pour qu'un enfant il puisse apprendre ? Ça veut dire je décide de prendre ça. Donc moi, si je veux apprendre une langue, si je veux apprendre quelque chose, c'est moi, je décide de prendre ça. Je veux le prendre. Et c'est cette volonté-là qui fait que je vais réussir ou pas. Et bien sûr, en tant qu'adulte, ça sera beaucoup plus compliqué. On va voir pourquoi. Mais l'enfant aussi a ce besoin-là. Et vous allez voir que forcément, si l'intérêt vient de l'enfant, alors apprendre, c'est facile. C'est facile, rapide, sans effort et sans fatigue. Si moi, je décide
de t'apprendre quelque chose, si je pars de c'est ce que je veux que tu saches maintenant, et ce que je veux t'apprendre maintenant, alors là je me focalise sur un résultat. Et là je suis plus dans le même postulat. Et je suis plus dans cette position où je permets à l'enfant d'apprendre, c'est-à-dire prendre, et je décide de prendre. Ça ne vient plus de lui, mais ça vient de l'adulte. D'accord ? Donc ça fait toute la différence, puisque quand c'est l'adulte qui choisit, forcément, il ne peut pas apprendre facilement. Donc parfois, on entend des parents qui nous disent « Je comprends pas, je lui répète plein de fois telle ou telle chose, mais ça rentre pas, il mémorise pas. » Et la question qui est intéressante, c'est de se dire « Qui a décidé que l'enfant devait apprendre ça ? Qui ? Est-ce que ça vient de la maîtresse qui exige que l'enfant connaisse ça ? Parce que vous allez me dire oui, mais forcément, il y a des attentes à l'école, etc. etc. Ça, c'est autre chose. Et on n'aura pas, je ne pourrais pas traiter ce sujet-là dans ce podcast-là, ça demanderait énormément de temps et il va falloir refaire toute l'éducation, ça serait trop compliqué, mais voilà, c'est intéressant de se dire qui a décidé en fait ça, comment ça a été amené. Parce que juste venir en disant ça rentre pas, ça marche pas, il n'arrive pas à apprendre, il a les troubles de l'apprentissage, des troubles de la mémoire, des troubles, etc. C'est intéressant de se poser la question, qui a décidé qu'il devait connaître ça ? Comment ça a été présenté ? Par quels moyens, c'est-à-dire quel matériel, et qu'est-ce qu'il avait fait auparavant ? Est-ce qu'il y avait un socle, etc. Donc c'est assez difficile de juste répondre à une question comme ça quand on nous demande il a des difficultés et pourquoi il ne veut pas mémoriser ça, etc. D'accord ? Donc c'était le premier point que je voulais aborder, revenir sur le fait d'apprendre, que ça venait de soi d'abord. Et que forcément, quand ça vient de moi, c'est facile, sans effort, et l'apprentissage, apprendre devient agréable et facile. Mais alors comment, finalement, alors sûrement beaucoup d'entre vous savent déjà et connaissent la réponse, mais comment l'enfant, lui, peut apprendre aussi facilement finalement ? Alors nous, dans la pédagogie Montessori, on parle de périodes sensibles. Maria Montessori nous parle de périodes sensibles. Donc les périodes sensibles qui vont permettre à l'enfant forcément d'acquérir des choses très facilement. Les périodes sensibles, donc par rapport au langage, par rapport au raffinement de la perception sensorielle, par rapport à l'ordre, etc. Et bien sûr, l'esprit absorbant, dont vous avez peut-être entendu parler, l'esprit absorbant entre 0 et 6 ans, qui va permettre à l'enfant d'absorber son langage, sa langue maternelle sans aucun effort, sans aucun cours de langue, puisque finalement personne ne se rend vraiment compte de l'énorme miracle qu'est cette absorption-là, en fait, chez un enfant, puisque l'enfant naît. Donc il a déjà entendu le son de sa mère in utero, même si le son est plutôt un bruit. Mais il a déjà entendu, donc il a déjà absorbé une certaine prosodie de la langue, c'est-à-dire une intonation, un peu comme une musique. Et après, quand il va naître, il va absorber tout ce qui l'entoure. Alors là, on parle du langage en l'occurrence, donc l'enfant, il va absorber tout ce qu'il va entendre, et donc il va absorber la grammaire, etc. Et forcément, il va être capable ensuite de ressortir tout ça vers 3 ans, et bien sûr avant, mais beaucoup plus étoffé vers 3 ans. Et il va pouvoir utiliser comme ça, très facilement, sans aucun effort. On n'a jamais vu personne donner des cours de grammaire et de conjugaison à un enfant de 3 ans. Et ça, c'est juste énorme, et ça montre en fait la puissance aussi de cet esprit absorbant-là, ce dont dispose l'enfant entre 0 et 6 ans, ce qui permet à l'enfant d'absorber son langage, entre autres, mais aussi tout ce qui l'entoure en fait. Il n'y a pas que le langage. Le langage, c'est très facile parce qu'on peut l'utiliser, on peut l'expliquer facilement, mais il va absorber aussi tout ce qui est très culturel, la façon dont les gens se comportent, comment ils s'assoient même, comment ils se lavent les mains. Enfin, je vous donne n'importe quoi comme exemple, mais vraiment, voilà. En fait, tout ce qu'il va voir autour de lui, il va l'absorber. Et quand il pourra,
il va expérimenter et essayer de reproduire ce qu'il a vu. Et puis ensuite, il y a aussi les tendances humaines aussi, et bien sûr, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça, mais voilà à peu près ce qui permet à l'enfant d'apprendre aussi facilement et sans aucun effort. Alors à partir de là, quand on sait que l'enfant dispose de tout ça, comment peut-on encore ne pas avoir suffisamment confiance au potentiel de l'enfant? Parce que quand moi j'ai l'habitude de rencontrer les parents, parce qu'en tant que directrice d'école, on rencontre des parents qui s'intéressent, donc qui veulent inscrire leurs enfants dans notre école, donc une école Montessori, etc. Donc on a l'occasion beaucoup de discuter de tout ça. Et ce qui ressort, c'est vraiment quand même un stress et une pression voilà, des résultats. J'attends que la société attend que mon enfant connaisse toutes les couleurs, qu'il connaisse les jours de la semaine, les mois, qu'il connaisse, qu'il connaisse plus que les autres et ça, c'est un signe que probablement il va réussir dans la vie. Et ça, je l'observe. Alors, moi, je suis au Maroc, donc c'est vrai qu'il y a probablement des différences aussi de ce que je vois avec des collègues aussi qui travaillent en France, mais il y a probablement des différences dans les attentes et dans forcément la société n'est pas la même, donc les attentes et la pression est un peu différente, mais de ce que je vois, c'est que nous, dans la pédagogie Montessori, ce qui rend aussi notre posture si forte, ce qui rend la pédagogie Montessori et ce qui fait qu'elle est aussi puissante, c'est nous, en tant qu'éducateurs, comment on arrive à avoir cette confiance-là et se détacher de tout ça pour ne suivre uniquement que l'enfant. Et plus ce que la société attend d'eux, plus ou moins, je vais loin exprès pour qu'on aille au bout de l'idée, mais ce que la société attend d'eux, ce que les parents attendent d'eux, ce que la famille attend d'eux, ce que les cousins, etc. Voilà. Et nous, à partir de là, je pense que tout adulte doit croire au potentiel énorme qu'a l'enfant et lui faire confiance pour son apprentissage. C'est-à-dire que si nous avons confiance en lui, nous pouvons suivre ce dont il a besoin, nous pouvons lui offrir ce dont il a besoin, du matériel adapté en fonction des intérêts, un environnement riche mais qui correspond aussi à ce dont il a besoin, etc. Et maintenant, pour continuer dans la posture de l'adulte et dans cette importance-là qu'a l'adulte auprès de l'enfant, je voudrais parler aussi de la manière dont nous pouvons présenter le matériel aux enfants. Donc dans la pédagogie Montessori, nous appelons ça la présentation. Donc la présentation, c'est quand nous mettons en relation, quand nous montrons comment utiliser un matériel et nous partons du principe qu'un enfant ne peut pas utiliser le matériel tant qu'on ne lui a pas présenté. Donc en apportant le langage, de quoi s'agit-il et comment nous l'utilisons dans cette société. Donc c'est aussi très culturel, par exemple en vie pratique, puisque d'un pays à un autre, nous n'aurons pas les mêmes activités de vie pratique, puisque au Maroc, nous allons avoir un plateau avec une théière forcément et un verre. Ce plateau-là ne pourra pas être présent en France, par exemple. Donc c'est très culturel. Mais nous partons du principe dans la pédagogie Montessori que l'enfant, nous devons le mettre en relation et que l'adulte est là aussi pour le mettre en relation avec ce matériel-là. Et donc nous lui apportons le vocabulaire et nous lui présentons. Et nous parlons d'une présentation qui se doit d'être puissante. Alors, en quoi une présentation Montessori est-elle aussi puissante ? Elle est puissante parce que c'est une invitation et non une obligation. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi toute la puissance. C'est que quand j'invite l'enfant à lui présenter la tour rose, par exemple,
Si je lui dis aujourd'hui, je vais te présenter la tour rose. Je lui présente. Si il me dit non, j'ai pas envie. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Mais en général, si nous avons cette présentation-là qui nous vient, c'est qu'en général, on s'imagine que ça l'intéressera. Mais si toutefois, il nous disait non, eh bien, nous ne lui présenterons pas. Donc, c'est ça aussi la puissance, c'est que je te présente, mais finalement, tu as la possibilité de me dire non. Donc, ce n'est pas une obligation. Donc ça la rend puissante, je trouve. Et ensuite, pourquoi elle est puissante ? Parce que elle est préparée, cette présentation, et nous allons montrer comment utiliser ce matériel-là avec des gestes précis, lents, sans apporter, sans décrire verbalement ce que nous sommes en train de faire. Et donc l'enfant va pouvoir se concentrer sur nos gestes, absorber nos gestes et ensuite les reproduire. Il ne va pas être intéressé par ce que nous lui disons, mais il va être intéressé par ce que nous faisons. Et si, en tant qu'adulte, je vous dis, comme dans les exercices, parfois dans les ateliers de discipline positive, on fait un exercice intéressant. Je demande aux participantes de mettre leurs doigts, enfin de faire un cercle avec les doigts et de les positionner sur le menton. Et quand moi je dis ça, je fais autre chose avec mes mains. C'est-à-dire qu'au lieu de le mettre sur mon menton, je le mets sur mon nez, par exemple. Et là, vous allez voir que systématiquement, il y a une grande partie qui vont faire ce que je fais et qui ne vont pas faire ce que je dis. Et on sait que les enfants, eux, vont faire ce qu'ils nous voient faire et pas ce qu'ils nous entendent, forcément. Donc, l'enfant va pouvoir se focaliser sur la présentation, sur les gestes, et nous, on va enlever tous les mouvements qui sont inutiles et qui empêchent de voir clairement le geste. D'accord ? Donc ça fait que la présentation, elle est puissante parce que l'enfant saura comment s'utilise ce matériel et il pourra le prendre en toute autonomie et refaire nos gestes ou pas finalement. Mais en tout cas, il saura à quoi sert et comment faire avec ce matériel. Donc ça, pour moi, c'est puissant. Puisque nous, on est juste là en tant que, comme je dis toujours, et dans les formations, ce qu'on nous rabâche sans arrêt, c'est que voilà, on est un petit peu comme le trait d'union entre l'enfant et l'environnement. On est là juste pour montrer comment faire et ensuite, le reste lui appartient. Donc l'enfant, ensuite, on lui dit qu'il pourra le refaire autant de fois qu'il veut et quand il veut. Et là, on a donné quelque chose pour que l'enfant soit autonome. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle, dans une ambiance Montessori, on peut avoir beaucoup plus d'enfants que dans une classe avec un fonctionnement classique, traditionnel, où le matériel serait, par exemple, donné par l'enseignante ou l'ATSEM. Où là, forcément, il va falloir donner, reprendre, etc. Soit reprendre des choses, participer, nettoyer, etc. Donc là, l'enfant va pouvoir reprendre le matériel. Et puis, ce qui est aussi pour moi très puissant, et ce qui fait aussi toute sa puissance dans cette pédagogie, c'est que quand l'enfant, juste après la présentation, donc là on est encore sur la tour rose parce que c'était l'exemple que j'avais pris au début, mais quand je vais lui présenter la tour rose, et que je vais monter la tour rose, donc je vais faire cette, du plus gros cube au plus petit, et que lui va essayer de le refaire, et que si lui, on lui présente au bon moment, et que donc, visuellement, il n'est pas encore apte à faire cette discrimination visuelle-là, c'est-à-dire qu'il va monter la tour, mais voilà, il va y avoir un plus gros, un plus petit, un moyen, ça ne sera pas harmonieux dans
dans la composition, dans la constitution de cette tour rose. À aucun moment, l'adulte ne va lui dire que sa tour n'est pas bien faite. À aucun moment, l'adulte va lui dire « ce cube-là est plus petit que celui-là, tu peux la refaire s'il te plaît ». Et là, pour moi, c'est aussi là que la puissance, qu'on peut voir en fait cette puissance-là, c'est-à-dire que là encore, on a confiance et on sait pourquoi présenter ce matériel-là. On sait que la tour rose, c'est un matériel de raffinement de la perception visuelle et donc la discrimination des dimensions pour la tour rose. Et donc, si à ce moment-là, il a fait la tour rose comme ça, c'est qu'à ce moment-là, son œil n'est pas assez raffiné, sa perception visuelle, n'est pas assez raffinée, et donc il ne voit pas encore qu'il y a une erreur. Et donc ça, c'est pas nous, en lui apportant l'erreur, entre guillemets, que ça va se développer. Si on lui dit là, ça va pas, il va juste écouter ce que vous avez dit, il va le retirer, il va le remettre. Mais lui, son œil, sa perception visuelle n'est pas encore raffinée. Donc si vous voulez, en fait, là, on essaye de modifier quelque chose qu'on ne modifie pas, en fait. Il y a seulement l'expérience. On sait que cet enfant-là, même si la tour n'est pas bien faite, ça lui appartient, c'est son travail, et ça montre même que nous avons bien fait de présenter ce matériel-là maintenant, parce qu'il a un réel intérêt pour lui, et qu'en s'exerçant un jour, il pourra la faire comme vous l'avez présenté. Et là, son œil sera prêt, et il pourra voir, il pourra discriminer les dimensions. Et là, ça sera toute sa réussite, puisque ça lui appartient à 100%. D'accord ? Et voilà, ça c'est valable pour cette présentation-là, mais c'est valable pour toutes les autres présentations. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on travaille auprès des enfants. Et c'est une des choses qui fait que pour moi, la pédagogie Montessori dans la posture de l'adulte, elle est aussi puissante. Et c'est aussi pour ça que je pense que la pédagogie Montessori ne peut pas être réduite à l'utilisation seulement du matériel. Parce que si je présente la tour rose en lui montrant, par exemple, en lui disant « Alors tu vois la tour rose, il faut la monter comme ça. Alors on met un cube, après on met un autre petit cube, après on met un autre cube, après voilà, après c'est toi, tu continues. » Et on a montré ça vite fait. Et que après l'enfant va le faire, il va se tromper et on va lui dire « Ah non, c'est pas comme ça, il faut changer. » Et que quand il va changer, parce que vous lui avez dit, on va lui dire « Bravo. » Bravo à qui ? Qui a réussi ? C'est ça la question. C'est que le bravo, il doit venir de lui. Il doit venir de lui-même, de lui seul en fait. Il doit avoir réussi par son expérience à se dire bravo à lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y arrive, il s'en rend compte et il est fier de lui. Et je pense que ça, c'est quelque chose vraiment de valable pour tout. Il faut accepter, il faut avoir justement, on revient à cette croyance au potentiel, croire au potentiel de l'enfant. On sait qu'il est doté de cet esprit absorbant, on sait qu'il est capable de tout absorber et qu'il a il a un potentiel infini. Donc ça me renvoie aussi à ça, c'est pour ça que je voulais un petit peu plus parler de cet adulte et de l'importance de l'adulte auprès de l'enfant et de son positionnement. Donc ça, c'était le premier podcast. J'ai pas fini, bien sûr, il y a plein d'autres choses et j'espère que vous suivrez les autres. Dans ce podcast-là, on a traité l'adulte. Il y a encore d'autres choses à dire, mais je vais traiter ça dans d'autres podcasts. Et dans les prochains podcasts, nous verrons en quoi la pédagogie Montessori est si puissante par rapport au matériel et par rapport à l'environnement. Et c'est possible qu'il y en ait un ou deux encore podcasts pour traiter ça. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez envie de partager des choses en dessous de ce podcast, n'hésitez pas. Sachez que je traiterai aussi des questions. Donc si vous me posez des questions, j'essaierai d'en prendre quelques-unes et de traiter ces questions-là dans les podcasts. Et bien sûr, j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait très fréquemment des podcasts pour répondre à ça et puis pour vous apporter d'autres contenus aussi.